En ce moment se discutent à l'Assemblée des choses très importantes pour la vie du pays. D'abord le budget de l'État, c'est le projet de loi de finances, et puis ensuite le budget de la sécurité sociale, c'est le projet de loi de finances sur la sécurité sociale. La semaine dernière, c'était les recettes du budget de l'État. La discussion s'était interrompue alors qu'on n'a pas fini cette discussion. Et puis, on a pris ensuite le projet de loi de finances sur la sécurité sociale. Ça a lieu en ce moment. Alors, bon, vous connaissez tous la musique. Tous les ans, on vous annonce, c'est la catastrophe, il y a des déficits immenses, on doit beaucoup d'argent, la dette ne cesse d'augmenter. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que chaque année, depuis 30 ans, on réduit les recettes de l'État, c'est-à-dire qu'on appauvrit délibérément l'État en allégeant les impôts sur les très grandes fortunes, les transactions d'actions, etc., etc. Bref, en allégeant tous les impôts qui concernent les plus riches. Puis après, on dit, bah, comme les dépenses restent les mêmes, il y a un déficit, donc c'est la catastrophe qui s'annonce, il faut couper dans les dépenses. Et en général, les gens le croient, parce qu'ils comparent le budget de l'État à leur propre budget personnel. La différence, c'est que vous choisissez pas le montant de vos revenus. C'est pas vous qui décidez combien vous allez avoir dans votre pays. Tandis que quand il s'agit de l'argent de la France, bah oui, c'est les parlementaires, c'est le gouvernement qui décide quel va être le niveau des revenus, et pour ça, ils votent des impôts et des taxes. Donc on est à nouveau dans cette manière de faire. Mais pour la première fois, il y a un nombre de députés de gauche qui permet de présenter une autre logique. Et cette autre logique, c'est de dire, bon, vous nous dites qu'il y a un déficit trop important et que pour ça il faut couper dans le budget, bah, très bien, nous allons augmenter les recettes jusqu'au point où il n'y aura pas besoin de faire des coupes dans les dépenses publiques et où, au contraire, on pourra proposer de nouvelles activités au service du plus grand nombre. D'accord ? Et c'est ce que viennent de faire les députés insoumis et du nouveau Front populaire. Tant et si bien que M. Barnier avait annoncé 60 milliards de dépenses à supprimer, bah, nous avons fait ce qu'il fallait pour qu'il y ait 60 milliards de recettes supplémentaires. Il n'y a donc pas besoin de supprimer des dépenses. Alors, évidemment, ils sont très mécontents de cette situation et ils poussent des cris dans la presse et l'enfer fiscal. Et comme d'habitude, ils essayent de faire croire aux gens des choses qui en réalité ne les concernent pas. Je pourrais donner un exemple, les héritages. Bon, ils disent ils veulent taxer davantage les héritages. Alors ceux qui ont un petit héritage, ils se disent ah bon, ils exagèrent quand même, c'est des gens de gauche. Nous, on n'a que ce petit héritage. Bon, en réalité, jusqu'à 150 000 euros, personne ne paye rien comme héritage. Or, comme pour payer, avoir 150 000 euros d'héritage, il faut, comme dans les familles en moyenne on est deux, ça veut dire qu'il faut avoir un héritage de 300 000 euros. Hein. Bah bon, c'est pas tout le monde qui a un héritage de 300 000 euros, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est vraiment très peu de nombre. Et en plus, c'est pas ceux-là qui sont visés par l'impôt qu'avaient imaginé les députés du NFP et des Insoumis. Ça concerne les très gros héritages, très importants héritages. C'est-à-dire les héritages par dizaines de millions ou par milliards. C'est un peu la même idée que lorsqu'on a décidé de taxer de taxer les super capitaux. Alors ça, c'est présenté aux gens d'ordinaire en leur disant « Ah, ils veulent vous taxer sur tout ce que vous avez, sur les petits biens. » Bon, pas du tout, il ne s'agit pas de ça. Écoutez bien, d'abord, il s'agit d'une taxe de 2%, et c'est sur la partie de votre patrimoine, 2%, sur la partie de votre patrimoine qui dépasse 1 milliard d'euros. Okay, jusqu'à 1 milliard d'euros, cette augmentation n'existe pas. À partir d'1 milliard d'euros, vous payez 2% sur le reste. Bon, ça concerne très peu de monde dans ce pays. Ça concerne 147 personnes. Et c'est au nom de cette taxe de 2% sur ce qui est au-delà de 1 milliard d'euros que vous voyez dans toute la presse que nous voulons surtaxer les gens et qu'on fait croire à tout le monde qu'il va pleuvoir des impôts sur eux, alors que c'est tout le contraire, puisque précisément tout ce que nous avons proposé conduit à augmenter sur ceux qui ont le plus et diminuer sur ceux qui ont le moins. Mais c'est 147 personnes à qui on prendrait 2% de ce qui est au-delà d'1 milliard. Okay, vous avez suivi? Vous savez combien ça rapporte? Pour 147 personnes, 14 milliards et demi d'euros. Vous vous imaginez les sommes que ces gens ont en main? Et c'est normal qu'on les taxe quand il y a une situation d'urgence sociale, comme c'est le cas aujourd'hui, et quand il y a une situation d'urgence de protection du service public, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est normal qu'on demande une contribution, surtout à ceux qui sont très riches. Ce dont nous parlons, c'est ceux qui, en 20 ans, ont vu leur capital, ce qu'ils possèdent, augmenter de 800%. Vous entendez?
nous avons proposé de taxer ceux dont la richesse s'est accrue de 800% au cours des 20 dernières années. Eh bien, vous faites les comptes et demandez-vous si vous vous êtes enrichi de 800% de revenus supplémentaires pendant les 20 dernières années. Bien sûr que non. Donc vous voyez la part de la propagande et ce qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est évidemment de demander un effort aux plus riches qu'il y a dans ce pays. Leur demander cet effort, c'est contribuer au bien de tous. Ce n'est pas de l'argent qu'on prend et ensuite on le met comme de l'eau dans le sable et ça disparaît. C'est de l'argent qui repart en service public, donc vous payez moins cher. C'est de l'argent qui repart en salaire, pourquoi pas de fonctionnaires, et qui donc eux-mêmes le dépensent et font tourner l'activité du pays. Il n'y a pas d'argent qui disparaît. Le seul argent qui disparaît, c'est celui qu'on donne aux riches. Parce que quand on leur donne cet argent, quand on leur permet de le prendre, ils ne le réinvestissent pas. Au cours des 20 dernières années, l'investissement a sans cesse baissé jusqu'à être quasi insignifiant. La seule puissance financière qui investit dans notre pays, c'est l'État et les collectivités locales. Investir, ça veut dire acheter des machines, mettre en place de nouvelles productions, construire des bâtiments nouveaux pour faire ce qu'on a à faire en plus. Bref, c'est faire vivre l'activité. L'argent qu'on donne aux très riches disparaît dans la sphère financière, dans la spéculation, dans les fonds de pension, des tas de choses dont ensuite on ne retrouve pas la couleur dans l'activité réelle. Voilà l'enjeu. Alors vous avez d'un côté ceux qui disent « laissez les riches devenir plus riches » parce qu'ils savent quoi faire de l'argent, je viens de vous dire ce qu'ils en font, et ceux qui disent « bah non, nous on veut réactiver, réanimer l'activité économique du pays » et ça c'est la position des Insoumis et du nouveau Front populaire. Voilà ce qui se joue. Alors évidemment, on regarde ce que chacun fait. Alors, vous n'êtes pas surpris, la droite traditionnelle, les macronistes, c'est tout pour l'argent. Et jusqu'à présent, c'était le Rassemblement national, l'extrême droite, qui se tenait à distance de ce comportement trop cupide, bon, ils s'arrangeaient pour qu'on ne puisse pas les prendre en flagrant délit d'aide. Mais ils se sont lancés dans une politique qu'ils appellent la banalisation et qui, progressivement, fait qu'ils deviennent un parti de droite plus violent, plus raciste, plus xénophobe que les autres, mais traditionnel, c'est-à-dire défendant l'argent et les riches. Alors, ça se fait maintenant à visage découvert. Et on l'a vu quand, par exemple, le Rassemblement national, Mme Le Pen et les amis de M. Bardella ont voté contre le rétablissement de l'impôt sur la fortune. Écoutez, on connaît même des gens qui sont riches, qui disent qu'il faut rétablir l'impôt sur la fortune, qui sont eux-mêmes riches, ils disent « mais c'est pas moral, le pays a un problème, il faut qu'on aide tous ». Ils ont voté, le Rassemblement national, contre la contribution exceptionnelle qu'on demandait aux très grands bénéfices des entreprises. Ça se calcule, je ne vous saoule pas avec ça à cet instant, mais ils ont voté contre. Ou ils se sont abstenus sur la taxe sur les 2% dont je viens de vous parler à l'instant. Bref, on voit un Rassemblement national qui se dit, maintenant, c'est notre tour d'être la droite. Parce que comme les autres partis de droite se sont effondrés, comme ils en ont absorbé un petit bout, par exemple le parti Les Républicains, M. Ciotti est passé du côté du Rassemblement national. Donc maintenant, ils se mettent dans la situation ouverte, visible, d'être ceux qui défendent la société comme elle est, la hiérarchie sociale telle qu'elle est. Alors, leur affaire, ça peut fonctionner parce que la masse de leurs électeurs ont pour principale préoccupation les étrangers, les immigrés, ce qu'on leur raconte sur le sujet, avec des slogans simplistes, les étrangers, voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on a une masse de gens qui sont imprégnés d'idées racistes et xénophobes, et qui, au fond, ne regardent pas ce que fait le Rassemblement national le reste du temps. Donc, ils sont en train de se faire rouler, et ils servent de chair à canon à un objectif qui n'est pas le leur, parce que tout cet argent dont je viens de vous parler, et qu'on a voulu mettre dans la caisse de l'État, en taxant les plus riches, après, qui que vous soyez, quel que soit votre vote, vous êtes tous de la rue, vous ne pourrez pas en profiter, si ça ne passe pas. Voilà ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux, c'est la dédiabolisation finie du Rassemblement national qui bénéficie du soutien des gens importants, des médias, ils ont leur chaîne de télé, leurs journalistes qui les soutiennent et qui disent que oui, tout ce qu'ils font est merveilleux, chaque fois qu'ils font une bêtise, n'en parlent pas, et ainsi de suite. Mais regardez bien, il y a eu un moment où il s'est passé une discussion, et c'est pour ça que je veux que chacun y réfléchisse et regarde, c'est l'affaire des retraites, où vous avez failli tous vous faire avoir. Parce que le Rassemblement national arrive et dit, nous, on a une proposition pour abolir la retraite à 64 ans. C'est déjà pas mal.
Nous, on est pour la retraite à 60 ans. Mais d'abord, il faut commencer par abolir le dernier texte qui l'amène à 64 ans. Vous vous rappelez sans doute qu'on a tous fait des grèves, des marches pendant toute l'année passée sur cette affaire, n'est-ce pas? Et vous vous rappelez que pour finir, ça n'a jamais été voté nulle part dans les deux assemblées, mais le président a décidé tout seul et le Premier ministre, Madame Borne, a décidé toute seule que ça s'appliquait quand même. Voilà, ça c'est la situation qu'on connaît. Alors il faut d'abord abroger cette loi. Et le Rassemblement national disait, ben voilà, nous on vient faire ça. Ah ah, vous voulez faire ça, mais nous on n'y croit pas. Il y a des gens de bonne foi, ils croient que ce qu'a dit le Rassemblement national est vrai, qu'ils veulent vraiment abolir la retraite à 64 ans. Mais nous, notre devoir, c'est de lire attentivement les textes. Et c'est pas du tout ça qu'on voit. D'abord, on se méfie. Vous voulez savoir pourquoi? Ben, on l'a dit et on le redit, et on vous demande à vous, qui nous écoutez, de le redire. Je vous lis la liste des positions qu'a eu le Rassemblement national sur la retraite. Parce que quand vous avez une liste pareille, vous comprenez pourquoi on se méfie et qu'on ne les croit pas sur parole. En 2007, ils proposaient la retraite à 65 ans. En 2012, ils proposaient la retraite à 60 ans. En 2022, ils proposaient la retraite à 62 ans. En 2024, là, c'est juste là, la dernière campagne électorale. Comme il y a eu 27 sondages qui les donnaient gagnants, ils se sont dit, on va gagner. Ouh là là, va falloir appliquer nos promesses. Et dans leurs promesses, il y avait la retraite à 62 ans, comme je viens de vous le dire. Et donc, ils sont dépêchés de dire, ah non, 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 on ne touchera plus à rien. Donc, on laisse la retraite à 64 ans. Par conséquent, on a des raisons de se méfier. Et le débat d'aujourd'hui l'a prouvé. Alors que s'est-il passé? Le texte de la loi que proposait le Rassemblement national, nous, les Insoumis et le Nouveau Front populaire, on ne s'en est pas mêlé en commission. C'est-à-dire qu'on a dit, on ne vous croit pas. Et on va vous dire pourquoi on ne vous croit pas. C'est parce que vous êtes des arnaqueurs. La vérité, nous avons lu les autres pages de votre programme. Comment vous payez le passage, la suppression de la retraite à 64 ans? Dites-nous comment vous le payez, cette suppression. Évidemment, vous n'avez pas la réponse. Mais quand vous tournez les pages et que vous lisez l'exposé des motifs, ils disent, bon, on va prendre des mesures pour le financer. Ah oui, lesquelles? Tournez encore les pages de leur programme et vous trouvez. Ils décident que ce que vous avez sur votre feuille de paye, où il est écrit salaire brut, salaire net. Entre les deux, il y a, on comprend quoi, pour les cotisations sociales. Eux, ils disent on passe tout le salaire brut en salaire net. Mais alors qui va payer le reste des assurances sociales? Eh bien, chacun se débrouillera avec les assurances privées, et y compris pour la retraite. Donc tout ça est une arnaque. Ce n'est pas vrai, ils ne sont pas en état. Par quoi comptaient-ils réellement le faire payer? Eh bien, je viens de vous le dire, par les assurances privées. C'est-à-dire par ce qu'on appelle la retraite par capitalisation. Aujourd'hui, vous savez que les retraites sont payées par ceux qui travaillent pour ceux qui ne travaillent plus. Ça s'appelle par répartition. Et quand c'est par capitalisation, vous devez cotiser chaque mois, vous mettez des sous de côté, mais comme votre argent, il ne traverse pas le temps, eh bien, il sert à payer les retraites au fur et à mesure. Mais c'est d'une nature tout à fait différente. D'accord? Vous le comprenez? Parce que pour obtenir le même résultat avec ceux qui vous font l'assurance privée, il faut qu'ils prennent leur part. Il faut qu'ils aient du dividende. Donc vous payez non seulement la retraite que vous aurez dans 20 ans ou dans 30 ans, mais en plus les dividendes qu'il faut donner tout de suite à ceux qui gèrent ces fonds. Ok? Voilà la situation. Voilà comment ils comptaient faire. C'est donc une arnaque. Nous avons dit, répété sur tous les tons, vous êtes des menteurs, mais on ne vous empêchera pas d'avancer avec votre texte. Donc, on ne prend pas part au vote à la commission. Mais dans la commission, ils se sont fait battre par les autres, c'est-à-dire par la droite, et quand c'est arrivé en séance, il ne restait plus rien. Plus rien de leur texte. Des demandes de rapport. Alors, on n'a pas compris pourquoi ça a duré des heures. Mais pendant ces heures, tout d'un coup, la vérité est apparue. Nous avons vu, par exemple, M. Ciotti, qui représente 10% du total du bloc de l'extrême droite, qui a été investi par Le Pen et Bardella, dire « Ah mais nous sommes pour la retraite par capitalisation ». C'était l'aveu. Et le rapporteur, celui qui est en bas de l'hémicycle quand il y a un projet de loi qui est proposé, une proposition de loi qui est proposée par un parti, là c'était le Rassemblement national, a dit « Ah bah oui, nous on est pour la capitalisation, mais attention, on est pour la capitalisation avec l'argent français. » Tout ça n'a aucun sens. Que ce soit de l'argent français ou étranger, tout ça est stupide. C'est le système par capitalisation. Donc vous voyez qu'ils ont avoué. Quant à Mme Le Pen, en cours de discussion, on lui a dit, mais écoutez, pour les gens qui commencent à travailler à 24 ans,
Votre affaire, ça veut dire que la retraite, c'est à 66 ans avec les 42 annuités. C'est pour ça que nous autres, les insoumis, on propose de compter les années d'études pour la cotisation à la retraite, de manière à ce que les gens puissent avoir une retraite à taux plein quand ils font des études longues. C'est quand même normal. Quand ils font des études longues, c'est qu'ensuite ils sont à un niveau de qualification plus élevé, rendent service au pays comme les autres. Donc le temps qu'ils ont passé à leurs études, il a un sens social. Ça a une valeur sociale qui nous profite à tous. Donc voilà ce que nous on propose, mais comme ils ne proposent rien, eh bien 24 ans plus 42 annuités de cotisation égale 66 ans. Vous savez ce qu'elle dit, Madame Le Pen? Quand elle est démasquée par les députés insoumis, elle dit « Ouais, 66 ans, c'est mieux que ce que propose M. Édouard Philippe, qui lui propose 67 ans. » Voilà la réponse qu'elle a fait. Elle n'a pas dit « C'est pas vrai, vous racontez des histoires, nous avons une autre idée ». Non, elle dit « C'est mieux que 67 ans. » Ben oui, puis 67 ans, c'est mieux que 70. Et 70, c'est mieux que 80. Vous pouvez faire bosser les gens jusqu'à ce qu'ils meurent. Avec un raisonnement, avec un type de raisonnement de cette nature. Et puis, il y a une autre raison pour laquelle on se méfie, c'est qu'ils changent d'avis sans arrêt. Je viens de vous lire les années pendant lesquelles ils ont proposé des dates différentes, mais figurez-vous que c'est ce qui s'est passé, des fois le même jour, à la même heure, dans l'Assemblée nationale, là, à l'instant. C'est-à-dire qu'ils étaient dans une salle en train de défendre leur soi-disant réforme des retraites, abrogation de la retraite à 64 ans, d'accord? Et pendant qu'ils faisaient ça dans une salle, ils votaient le contraire dans une autre salle, la commission des affaires sociales, la commission des affaires financières, et ils l'ont fait une fois, non pas seulement une, mais deux fois. Une deuxième fois, quand est arrivé le budget concerné à la commission des affaires sociales, et enfin, en séance, un amendement où nous avons proposé l'abrogation de la retraite à 64 ans. Vous m'entendez? Vous me comprenez? Ça veut dire que ces gens-là sont capables de vous dire une chose, de le faire d'un côté, et de faire exactement le contraire de l'autre. Voilà ce qu'ils sont. Voilà pourquoi on se méfie d'eux, et on a raison de le faire. Ce sont des arnaqueurs. Donc, nous avons vu pendant toute cette discussion le Rassemblement national devenir un parti bourgeois, comme les autres, ce que nous avons toujours pensé, nous autres, les insoumis, mais qui ne s'était jamais avoué, présenté aussi clairement que c'est à présent le cas. Et vous l'avez vu encore la semaine passée, le matin, vous aviez sur une chaîne de télé Bompard, qui au nom des insoumis disait « pas question qu'on étende le délai de carence des fonctionnaires à 3 jours ». Vous savez, le délai de carence, c'est la période pour laquelle vous ne serez pas payé. Hein, et ensuite, vous êtes indemnisé. Alors ils disent, le gouvernement dit 3 jours de délai de carence au lieu d'un, et ensuite l'indemnisation seulement 90%. On dit, c'est pas normal. C'est pas normal de faire ça. Pourquoi vous voulez encore frapper les fonctionnaires? On a pu le faire pendant des décennies, et tout d'un coup, c'est plus possible de compenser la faiblesse des niveaux des salaires des fonctionnaires par une série d'autres dispositions qui ne sont pas les mêmes dans le privé. Mais si vous voulez aligner le public sur le privé, alors il faut le faire dans tous les domaines. Ça ne peut pas être l'alignement par le bas. C'est-à-dire, on prend ce qu'il y a de pire dans le privé, on le transporte dans le public. Et ce qu'il y a de meilleur dans le public, on ne le donne pas au privé. Ça, c'est la méthode qu'on connaît des macronistes et des autres. Et là, donc Bompard dit, on n'est pas d'accord. Il dit ça au nom des insoumis. Et puis, 10 minutes après, vous avez M. Bardella qui dit si, on est tout à fait d'accord. Donc c'est absurde, parce que vous savez comme moi ce qui se passe. Les gens sont vraiment malades, d'accord? Ils sont malades ou bien parce que psychologiquement, ils n'en peuvent plus de faire un boulot dont ils ne voient jamais le bout vu qu'ils ne sont pas assez nombreux, mais ou bien parce que très physiquement, ils sont malades, parce que des gens malades, figurez-vous que ça existe. Et que c'est précisément pour ça qu'il y a des assurances sociales. C'est pour faire en sorte qu'on puisse faire face, la société, à la maladie d'un certain nombre de ses membres. Et puis les causes des maladies les plus courantes, on les connaît. C'est les maladies cardiovasculaires, c'est le diabète, c'est les cancers, et tout ça, c'est des maladies qui sont liées à l'environnement, à ce qu'on mange, à la manière avec laquelle on vit. Bon, voilà la vérité. Les gens sont vraiment malades. Donc vous décidez qu'ils sont malades et appauvris. C'est-à-dire qu'un malheur, on peut dire, une maladie, c'est jamais une joie, vous en rajoutez une deuxième. Ben là, M. Bardella, il est d'accord. Il y a 5 millions de fonctionnaires dans notre pays. Vous qui m'écoutez, peut-être que vous l'êtes vous-même, ou bien vos enfants, ou bien vos parents. Si je vous demandais individuellement, vous levez la main pour dire oui, allez, on supprime, on rajoute 2 jours de délai de carence. Oui, on paye moins. Bien sûr que non, vous ne le ferez pas. Vous direz, il y a peut-être moyen de faire autrement, non? D'autant que la sécurité sociale, elle profite à tout le monde. Mais au début, il y avait toute une série de corporations qui n'en voulaient pas. Oui, et toutes ces corporations ont été mises à la charge du régime général. Ça s'appelle la solidarité nationale. Mais il ne faut pas perdre de vue qui paye quoi dans ce pays à la sécurité sociale. Bon. Alors, tout ça, ça joue.
la déformation que prend l'allure du parti Rassemblement National, c'est-à-dire un parti qui devient un parti de l'ordre établi et qui vous vend, pas à vous qui m'écoutez, mais qui vend aux autres, là, à tous les benets de la terre, du racisme et de la xénophobie pour dire, ah, de toute façon, on s'en fout, hein, le sujet, c'est les immigrés, c'est les étrangers, c'est bon, sans se demander si ces gens ne concourent pas aussi à leur manière au bonheur du pays. On prend les cas dramatiques et puis ils en font un cas général qui naturellement n'existe pas. Tout ça, ça vous montre ce qui va se passer. C'est la grande coalition, à la fin, de tous les partis de droite. Vous avez vu M. Ciotti passer au Rassemblement National, et demain, vous verrez par morceaux entiers une partie des macronistes passer sur des positions politiques qui sont celles du Rassemblement National. Et vous verrez le reste les Républicains en faire autant, puisque c'est de ce parti que vient le ministre de l'Intérieur, dont les propos ont déjà eu l'occasion de vous signaler exactement qui il est et ce qu'il compte faire. Dans ce domaine, il se situe à la droite extrême, et entre la droite extrême et l'extrême droite, c'est juste que le mot change de place, hein, mais c'est la même matière, comme dit le proverbe martiniquais, même poil, même bête. Bon. Voilà une situation qui est politiquement nouvelle. Progressivement, toutes les droites sont en train de s'unifier politiquement pour prétendre au gouvernement du pays. Alors, voici ce que je peux vous dire. En toute hypothèse, quoi qu'il arrive, d'ici à la fin de la discussion du budget, soit il y aura un 49.3 qui sera déposé par le chef du gouvernement, M. Barnier. Pourquoi déposerait-il un 49.3 ? Parce qu'il aura vérifié que son budget ne peut pas être adopté, sauf si le Rassemblement national décide de voter le budget tel qu'il est là. On a entendu, mais ils peuvent changer d'avis, nous allons bien voir qu'ils n'avaient pas l'intention de le voter. Par conséquent, il n'y a pas de majorité pour ce budget. S'il n'y a pas de majorité pour que le budget passe, le gouvernement n'a pas d'autre possibilité que de déposer un 49.3. À ce moment-là, nous déposerons une motion de censure. Et telle qu'est l'Assemblée aujourd'hui, si le Rassemblement national décide de voter la motion de censure, le gouvernement tombe. Si le gouvernement ne tombe pas, c'est qu'il est soutenu par le Rassemblement national. Ah, M. Mélenchon, peut-être que vous exagérez un peu. Mais non, je n'exagère pas. C'est ce qui s'est passé le 8 octobre. Le 8 octobre, le même jour, Mme Le Pen a empêché que soit adopté par la conférence des présidents de groupe de l'Assemblée nationale, qui avait le dernier mot en préparant l'ordre du jour, a empêché que soit adoptée la mise en débat de la motion de destitution du président de la République. Ça, c'était le matin, et l'après-midi, il y avait la motion de censure, et le Rassemblement national ne l'a pas votée, la motion de censure. Nous allons avoir, dans la prochaine niche parlementaire des Insoumis, cette motion de destitution du président de la République qui revient. On va voir ce que va faire de nouveau le Rassemblement national. Il le vote ou pas? Vous avez compris que vraisemblablement, il ne le voterait pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont alignés sur Macron. Vous comprenez? Et il n'y a pas de doute sur le sujet, vous n'avez qu'à regarder les votes. Vous les verrez de nouveau, s'ils ne votent pas la censure, c'est qu'ils permettent au gouvernement de M. Barnier de continuer. S'ils ne votent pas la destitution, c'est eux qui sauvent M. Macron. Dans les deux cas, ils l'ont déjà fait en début de la session. En quelque sorte, mon intervention dans cette vidéo lance l'alerte. Faites-la connaître à tous ceux qui prennent des grands airs devant vous et qui vous disent des choses désagréables à propos des Insoumis, de leur politique et de leur manière de faire. Nous, les Insoumis, nous avons défendu, avec le nouveau Front populaire, les pauvres, les travailleurs, les gens du commun. Et nous avons fait voter un budget qui prévoit qu'on ne supprime rien de leurs services publics existants, et au contraire, qu'on augmente les bienfaits qui viennent de la sécurité sociale, du sport, de la culture, de l'éducation. Nous avons trouvé les recettes pour le faire. Et ce n'est pas un enfer fiscal pour la population française, c'est faux. C'est pour quelques personnes, pour quelques très gros bénéfices d'entreprise, une ponction qui est faite pour le bien de tous. Mais à la sortie de cette ponction, eh bien, ces gens continueront à vivre, je crois, assez largement. Par conséquent, ils peuvent mettre la main à la poche. Nous avons défendu ça pendant la même période, pendant le même moment. Les bavards, racistes et xénophobes du Rassemblement national n'auront fait qu'une chose, défendre les riches. Défendre là où l'argent est en tas tellement immense que ceux qui l'ont ne savent plus eux-mêmes quoi en faire, à part le placer pour faire de la spéculation et en avoir davantage, alors même qu'ils sont au bout des besoins qu'ils ont à satisfaire et qu'ils n'ont pas besoin d'un euro de plus. Par contre, il pourrait parfaitement se passer d'un euro de moins. Voilà l'alerte qu'à ce moment politique,
il faut que chacun ait à l'esprit. C'est la conversion du Rassemblement national en parti de droite traditionnel, comme dans le reste de l'Europe, moyennant le fait que dans le sandwich qu'il vous propose, il y a beaucoup de racisme et de xénophobie, mais tout le reste, c'est du bon pain pour les riches.